Avant de démarrer la présentation et notre exposé, je voudrais faire deux incises. La première, c'est dire merci à l'équipe d'organisateurs et en particulier à Chloé qui nous a sollicité pour être avec vous cet après-midi. Pourquoi merci? Parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous. Je revois des têtes que j'ai côtoyées il y a quelques temps. Et c'est intéressant de voir le parcours qu'ils ont évoqué et qu'ils ont fait. Et puis la deuxième, c'est parce que c'est la première fois que je suis avec mon fils pour faire une présentation. Et ça, je crois que je m'en souviendrai tout le temps. Merci. Et la deuxième incise, c'est vous dire que ce que je vais vous raconter, ce que je vais développer dans cette première partie d'intervention sur le rôle de l'ergonome dans la conception, vous pouvez les retrouver sur une fiche pratique qui a été éditée il y a quelques années par l'ARACT Basse-Normandie. Donc si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller vers cette fiche. Donc l'exposé qu'on a préparé avec Guillaume, c'est présenter le rôle de l'ergonome dans un projet de conception. Projet où généralement on n'attend pas forcément les ergonomes, mais où il est important qu'on trouve notre place parce qu'on a plein de choses à dire sur des projets de conception et des choses très intéressantes qui permettent aux entreprises de prendre en compte la réalité du travail et éviter, entre guillemets, de faire des bêtises qu'ils auront du mal à rattraper après, une fois que la conception est faite. Donc on s'est réparti le travail à deux voies, bien sûr. Et puis comme c'est la période postprandiale, on a pensé que c'était mieux d'avoir deux sons de voix différents pour éviter que vous vous endormiez. Voilà. Donc première partie un peu théorique sur le rôle de l'ergonome. Et un constat. Déjà, un constat, c'est que de nouveaux équipements, une nouvelle ligne de production, une modernisation d'un atelier ou un projet d'investissement industriel, c'est un avenir qui peut être difficile pour l'entreprise, si on n'a pas pris en compte la réalité du travail, et ça on le verra tout à l'heure. Deuxième constat, c'est que le contenu de l'activité du travail des salariés, les compétences mobilisées et les conditions de réalisation du travail sont parfois modifiées, parfois profondément transformées lors de la conception d'un nouveau projet dans l'entreprise. Et donc ça, il faut l'intégrer d'entrée de jeu dans la réflexion qu'on peut avoir lors de la conception. Et puis le troisième constat qu'on peut faire, c'est que dans un projet industriel sont toujours pris en compte les aspects financiers et les aspects techniques, mais que très rarement, voire jamais, dans certains cas, ne sont pris en compte les aspects humains et organisationnels. Et c'est là où on va avoir un rôle important, nous, les ergonomes, c'est de ramener dans la réflexion les aspects humains et les aspects organisationnels. Alors, dans un projet de conception, il y a deux façons de travailler. Il y a ce qu'on appelle la démarche descendante, où on part du système de travail et on fait la conduite de projet pour descendre jusqu'au poste de travail. C'est très classique dans les entreprises. C'est on décide en haut, et puis après on descend jusqu'au poste de travail pour concevoir et finaliser la conception. Par contre, il y a une deuxième méthode qui est la démarche ascendante, qui est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est on part du poste de travail et on essaie de remonter au système de travail. Cette méthodologie est rarement mise en place dans les entreprises. Et c'est cette méthodologie que nous, on essaie de développer et de montrer aux entreprises que si on croise les deux, eh bien, on va avoir à un moment donné des discussions et on va avoir des réflexions sur le déroulement du projet qui vont nous permettre d'intégrer l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des aspects techniques, organisationnels, humains et financiers en même temps. Et donc, vous allez bien comprendre que plus on va démarrer tôt la démarche ascendante, plus on va avoir de marge de manœuvre pour pouvoir aller dans la conduite du projet et arriver à un projet qui est le plus intéressant. C'est vrai que si on démarre une démarche ascendante, comme généralement ça se passe dans les entreprises, on peut considérer actuellement que la démarche ascendante, elle démarre quand on présente au CHSCT les plans qui sont terminés, quoi. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour pouvoir discuter et modifier le projet. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de mettre en évidence cette démarche ascendante et que l'on croise avec la démarche descendante. Alors, ces schémas, pour ceux qui ont fait un peu de conception ou qui ont travaillé un peu là-dessus, ça doit vous faire penser au schéma de Midler, qui est bien connu dans la conception. Midler qui dit que quand on est sur un projet, on a des capacités d'action sur le projet énormes quand on débute un projet. Et on a des niveaux de connaissance sur le projet qui sont très faibles quand on démarre un projet.
Mais plus on avance dans le projet, plus on diminue les capacités d'action sur le projet, mais plus on augmente le niveau de connaissance sur le projet. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, soit une convergence lente, si d'entrée de jeu, on n'intègre pas ce qui descend, ce qui sort du poste de travail dans la réflexion sur le projet, connaissance, ou alors on a une convergence rapide, et qui est cette convergence la plus intéressante, parce qu'elle permet d'avoir des marges de manœuvre extrêmement importantes sur le projet. Ça va sur ce schéma de Midler que certains connaissent, je pense, et qui est extrêmement important en conception. Et que les entreprises comprennent bien quand on leur montre et qu'on leur explique. Le chef d'entreprise est capable de comprendre ce schéma. Alors, sur l'illustration que j'ai voulu faire avec vous cet après-midi, c'est de parler d'un projet de conception architecturale, qui est soit la conception d'un bâtiment, soit l'aménagement d'un espace de travail. Eh bien, c'est quoi le processus ou les phases d'un projet de conception? Eh bien, ça démarre généralement au départ dans la tête du chef d'entreprise qui a des réflexions préliminaires en se disant « je vais avoir de nouveaux marchés, il y a des nouveaux produits qui vont arriver, il va falloir que je fasse quelque chose ». Ça démarre à ce moment-là, et à un moment donné, il se dit, ce maître d'ouvrage, « je décide d'investir ». Et à partir du moment où il décide d'investir, il va aller faire ce qu'on appelle les études préliminaires. Il va les faire, bien sûr, lui, mais aussi avec sa maîtrise d'œuvre interne. Son chef d'atelier, son responsable de prod, ce bureau des méthodes qu'il y a dans l'entreprise. Avec l'objectif de créer un programme général ou un cahier des charges de ce qu'on veut construire. Ça va, vous me suivez ? Quand on est arrivé au cahier des charges et au programme général, on le transmet à une maîtrise d'œuvre externe. Généralement, on le passe à l'architecte, qui va faire le bâtiment ou qui va faire l'aménagement intérieur, qui va se lancer dans des esquisses, va faire un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, va déposer le permis de construire, et après, il y aura le dossier de consultation des entreprises, et après, il y aura les travaux qui se feront. L'élément important pour nous, c'est où est-ce qu'on se situe, nous, en tant qu'ergonomes. Est-ce qu'on se situe au début? Est-ce qu'on se situe à la fin? Est-ce qu'on se situe entre deux? Eh bien, on a plusieurs endroits où on se positionne pour pouvoir faire notre métier, et en particulier au niveau des études préliminaires. C'est à ce moment-là où on a une plus-value extrêmement importante, puisqu'on va pouvoir rapporter la réalité du travail et croiser à ce moment-là la démarche ascendante avec la démarche descendante préconisée par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du projet de conception et en particulier au moment des préliminaires? Eh bien, on va, et ça on sait le faire, vous le savez le faire, un diagnostic partagé de l'existant, c'est-à-dire qu'on va ramener la réalité du travail telle qu'elle est actuellement, et à un moment donné, on va la croiser avec le projet en lançant dans l'entreprise un questionnement sur les caractéristiques du projet. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un élément extrêmement important, ce moment-là, parce que ça va nous permettre d'entrer dans le troisième élément, qui est vraiment l'élément sur lequel peu de personnes le font, c'est la mise en œuvre de simulations de conditions de réalisation du travail futur possible. Un des éléments importants de notre rôle d'ergonome, c'est de faire de la simulation. C'est emmener l'entreprise sur réfléchissons à ce que ça va donner plus tard, et avec des outils qu'on appelle des outils de simulation. On les verra tout à l'heure. Sur le diagnostic, je ne reviens pas, vous savez le faire. Hein, si vous avez M1, M2, vous savez faire un diagnostic ergonomique. Donc on va chercher des données chiffrées, même si on passe beaucoup de temps des fois à les analyser. Hein. Mais on va aller chercher les données démographiques, les données RH, les santé, sécurité, production. Voilà quelques exemples pour illustrer dans le tableau. Ça, vous savez le faire. On va aller chercher, là aussi, quelque chose d'extrêmement important sur la conception, c'est les flux. Les flux doivent, à un moment donné, ou vont, à un moment donné, positionner les postes de travail, positionner les espaces. Et en particulier, on va aller chercher les flux des matières premières, les flux des produits finis, chose qu'on oubliera de temps en temps, les déchets. Là aussi, il y a un flux, et il est important de le prendre en compte, parce que quand on voit certains architectes qui font des travaux, ils ne prennent pas ça en compte. Et ça, nous, on est capable de le prendre en compte.
On va aller chercher les circuits des personnels et en particulier également le circuit de l'information. Et on va avoir des beaux schémas comme ça qui montrent que ça se passe comme ça dans l'entreprise et que on peut ramener ça. La réalité du travail, elle est telle qu'elle est. On va aller également ramener des analyses sur les process de production, sur l'organisation, comment ça se présente, sur les espaces de travail, les postes, les stockages, les secteurs. Ce que l'on va essayer de faire sur les espaces de travail, on va essayer de démontrer l'espace d'usage de l'espace de travail. Par exemple, l'espace d'usage d'une machine, ce n'est pas la machine. C'est la machine, puis les palettes que l'on met à côté, parce qu'il y a des palettes, et l'endroit et l'espace nécessaire à la maintenance pour aller nettoyer ou aller travailler sur la machine. C'est-à-dire qu'un espace d'usage est beaucoup plus important qu'un espace de machine. Et généralement, quand on regarde ce qui se passe, quand on est dans les réorganisations, les réaménagements, on fait la dimension de la machine, on pose la machine et on dit voilà, elle va être là. Mais on ne regarde pas l'espace d'usage. Et notre boulot à nous, quand on fait de la simulation, c'est de ramener l'espace d'usage des différents outils. Donc le travail réel, les espaces d'usage, les voilà, et puis les repères utiles pour les salariés. Et ce qui est important, c'est quels sont les repères dont ils ont besoin pour travailler et qui vont leur permettre, après également, de travailler, si on les garde. Alors, j'insiste là-dessus, et en particulier sur la première phrase, là, ce qu'il faut garder, ce qui va bien. Si vous interrogez les salariés dans les entreprises, ils vous disent toujours ce qui ne va pas. Et c'est clair. En tant qu'homme, quand il y a quelque chose qu'on me demande, c'est ce qui ne va pas. On a du mal à formaliser ce qui va bien. Sauf que nous, en tant qu'ergonomes, quand on est sur une situation de travail, on est capable de voir ce qui va bien. C'est-à-dire que quand on va voir des salariés qui se parlent par gestuelle, pour que le process puisse avancer, ça, on est capable de dire, cette gestuelle-là, il faut la garder ou il faut l'améliorer, mais la communication est importante et il faut la garder. Donc, dans la sortie du diagnostic, il y a forcément un moment où on dit ce qui va bien. Bien sûr, on dit aussi ce qui ne va pas, c'est-à-dire ce qu'il faut garder et améliorer, ce qu'il faut changer, et également les points durs. Ce que j'appelle les points durs. Oui, messieurs? C'est bon? C'était pas un point dur. Les points durs, ce sont les éléments intangibles qui ne changeront pas dans le projet futur. Par exemple, vous avez dans certaines entreprises des fosses. Hein, il y a une fosse. La fosse peut devenir un point dur. Si le chef d'entreprise dit la fosse, elle restera. Et à ce moment-là, la conception va se faire autour de la fosse. Donc on est capable, en discutant avec le chef d'entreprise, avec la réalité du travail, de mettre en évidence ces points durs. Donc voilà ce qu'on va aller chercher et voilà ce qu'on va donner sur un diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on a plein d'informations qu'on a récupérées de l'analyse du travail et de l'analyse des flux et de l'analyse des process. Et là, on va questionner le projet. On va le questionner à partir du diagnostic. On va questionner les orientations stratégiques. Pourquoi questionner les orientations stratégiques? Quand une entreprise fait un bâtiment, elle le fait généralement avec la réflexion qu'elle a sur les 2-3 ans de progression de marché. Ce qu'elle oublie souvent, c'est qu'avec ces progressions de marché, il y a aussi peut-être une progression de salariés. C'est important parce que si on conçoit un bâtiment, il faut faire des vestiaires. Si on fait un vestiaire pour 15 personnes et que dans 5 ans ou dans 3 ans, on sait qu'on va être 25, ça interpelle. Donc il faut prévoir ces questions, il faut poser ces questions au chef d'entreprise pour pouvoir travailler sur le projet futur et en particulier sur la simulation. On va poser des questions sur les implantations. Est-ce que c'est à cet endroit-là ou est-ce que c'est à cet endroit-là? Qu'est-ce que vous en pensez? On va en discuter aussi, on va interroger, on va interpeller les circulations. Est-ce que la porte d'entrée sera toujours au même endroit? La porte de sortie au même endroit? Avec quoi avez-vous pensé? On vous a montré que dans l'analyse, il y avait un point d'espace, il fallait regrouper les palettes à un endroit. Est-ce que vous pensez que ça sera toujours là ou est-ce qu'il faut le changer?
S'il dit ça restera là, c'est un point dur. S'il dit ça change, eh bien après, on travaille en groupe de travail, comme on le fait tout à l'heure sur la simulation. On travaillera en simulation avec cette réflexion de on peut changer, et donc on essaiera de voir à quel endroit il faut mieux mettre le parc de palettes. Et puis bien sûr, on va questionner sur les communications, toutes les réflexions qu'on peut avoir vues sur les communications. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va interpeller le chef d'entreprise, la maîtrise d'ouvrage, sur votre projet, comment il peut prendre en compte la réalité du travail qu'on a mis en évidence. Et à partir des réponses qu'on aura eues, on pourra commencer la troisième partie qui est la simulation. C'est-à-dire que les trois parties s'enchaînent. Et il faut absolument avoir les réponses aux questionnements pour pouvoir avancer sur la simulation. Alors la simulation, ça vous parle la simulation? Alors pourquoi faire de la simulation? Pour sécuriser les décisions, première des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir simulé un aménagement, simuler un poste de travail, eh bien, je vais pouvoir avoir réfléchi et avoir vu, quand je vais avoir simulé, que ça va coller ou pas. Donc ça va sécuriser ma réflexion et ma décision. Ça va permettre aussi de faire des économies simulées. Ça, c'est des arguments qu'on peut développer à un chef d'entreprise. Si vous ne simulez pas et que vous vous rendez compte après qu'il y a des problèmes, ça va vous coûter des sous. Et vous allez revenir en arrière, on va faire des réaménagements. Alors que d'entrée de jeu, si on le fait, on va réduire les phases de conception et on va vous permettre d'économiser éventuellement de l'argent sur la suite. Après, c'est pour mettre en cohérence. Et oui, il y a toujours, vous le savez bien, des différences entre les fonctions d'exécution et les fonctions de conception. Entre un architecte et puis des opérateurs, entre un maîtrise d'œuvre et des opérateurs, on n'est pas forcément sur la même ligne. Alors que mettre cette personne autour d'une maquette, autour d'un outil de simulation, ça va permettre d'amener chacun ses réflexions et de faire en sorte qu'à la fin, tout le monde s'accorde à dire c'est la meilleure façon pour le travail futur possible. C'est bon, pour anticiper, la simulation permet d'anticiper. Donc, c'est ce que je disais dans le début d'intervention, c'est que les concepteurs pensent au fonctionnement des futurs utilisateurs en phase finale du processus de conception. C'est souvent à la fin qu'on se dit, tiens, comment on va aménager le poste de travail? Et souvent à la fin, on se dit, il n'y a plus de place. Comment on va faire? Donc là, en partant avec de la simulation, on peut anticiper l'espace. Et puis, bien sûr, prendre en compte la réalité du travail en conception, en simulation. Donc, on va aborder les dysfonctionnements. Et là, on va les aborder avec les salariés. Et puis, des choses que l'on aura vues lors de l'analyse. S'il se passe ça, comment vous faites? Quel espace il vous faut? Et donc, ça va nous permettre de réduire les coûts, là encore, car ça nécessite un niveau d'attention pour la surveillance d'une installation, alors que les dysfonctionnements sont coûteux, voilà, qu'ils peuvent aboutir à l'incident ou à la panne, et qu'ils peuvent aboutir, et ça on le sait bien, à des atteintes à la santé. Je fais le lien avec ce qui a été dit ce matin sur les troubles musculo-squelettiques. À un moment donné, dans la conception, on peut réfléchir, et il est important de réfléchir à ce que va apporter le nouveau projet sur la problématique des TMS. Et quand on va le travailler avec des maquettes, en simulation, on va pouvoir aborder cette problématique-là et éventuellement y trouver des solutions. Autre élément extrêmement important pour la simulation, c'est l'appropriation par les futurs opérateurs. C'est-à-dire plus on va mettre les opérateurs tôt dans la boucle pour réfléchir à la simulation, à ce que sera leur espace de travail, leurs conditions de travail, leur organisation du travail dans l'avenir, plus vite ils vont l'intégrer, et quand ils arriveront sur les postes de travail aménagés, eh bien ils se retrouveront sans aucun problème, puisqu'ils auront déjà intégré tout ça dans leur tête. Et puis bien sûr, mettre les gens autour de la table, autour d'une maquette par exemple, eh bien c'est favoriser le dialogue social. Vous savez, on en parle beaucoup du dialogue social actuellement. Et donc, mettre les gens autour d'une table, de différentes fonctions, eh bien, ces gens-là se mettent à parler, se mettent à se comprendre encore mieux. Et donc, ça favorise, après, le dialogue social dans l'entreprise. Je ne vais pas trop vite, non, ça va? Ils ne dorment pas, c'est bon. Les outils de simulation. Le plus connu,
la maquette volumétrique. C'est une maquette en carton-plume, généralement, hein, qui est faite à une certaine échelle, que l'on met sur une table. On peut utiliser des petits Playmobil ou des Lego, hein, comme pour simuler les opérateurs. On peut utiliser des petites voitures. Hein, et à un moment donné, on met les salariés autour de la table et on leur demande d'expliquer des choses. Voilà, comme là, il est en train de changer la position de l'opérateur qui a été stylisé sur une problématique, sur une question qui a été posée. Le travail se fait à partir de scénarios, c'est-à-dire que comme on a travaillé en analyse du travail sur le diagnostic, on a des situations caractéristiques. Et ces situations caractéristiques, on peut les ressortir à partir du travail sur les maquettes, en leur demandant de travailler telle ou telle situation caractéristique sur les maquettes qui sont présentées. Là, vous avez quelques maquettes sur la conception d'un poste de travail, conception d'un espace de travail. J'en ai une autre là sur l'implantation de zones de travail, de stockage, simulation de flux et des circulations. Vous voyez, c'est des maquettes toutes simples, hein, c'est du carton. Même moi, j'arrive à les faire. Donc, et des fois, je donne ça à mes petites filles. Comme ça, c'est facile. C'est facile, c'est ce que je dis, et ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire que pour une entreprise, ça ne coûte vraiment pas cher. Hein, vous prenez 3 ou 4 feuilles de carton plume, et puis vous découpez dedans, vous mettez un peu de scotch, et puis vous collez des morceaux, puis ça y est, ça vous fait une maquette. D'accord ? Là, vous avez une maquette de l'aménagement de la caisse d'un véhicule. On avait travaillé pour des électriciens à un moment donné qui avaient acheté des fourgonnettes toutes neuves et qui voulaient aménager l'intérieur de la camionnette pour transporter les clous, les machines, les fils de fer, les épissures, enfin tout ce que vous voulez, tout le matériel électrique. Et donc, pour réfléchir avec un groupe de travail, eh bien, on a travaillé sur l'aménagement, sur une maquette, sur l'aménagement intérieur. Et ce qui était ressorti là du groupe de travail et qui était très intéressant et que tout le monde a trouvé très intéressant, c'était les étagères qui sortaient du véhicule. Parce qu'autrement, il était obligé de monter dans le véhicule avec plein de choses au niveau du sol, donc avec des risques de chute, le bazar. Vous avez déjà vu des camions comme ça, hein, c'est vraiment le bazar à l'intérieur. Et donc là, ils ont inventé l'histoire de sortir les étagères pour pouvoir être dehors, être en position debout pour pouvoir prendre ce qu'ils ont besoin. Et ça, c'est le travail sur la maquette. Autre outil de simulation, c'est la maquette à échelle 1. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans l'atelier et puis on utilise le matériel que les gens utilisent et on simule. Par exemple, ici, on a simulé l'emplacement. Les bacs, normalement, ils ne sont pas là, ils sont dans une pièce à côté. Mais on savait qu'ils allaient être rapatriés dans ce local. Donc on a positionné où ils seraient à terme. Et on a regardé, en installant des palettes, ça simule les murs qui vont être faits. Et donc on a regardé si les transpalettes passaient à côté. On a regardé par où se faisait l'arrivée des flux, des produits. Et donc on était en simulation échelle 1, c'est-à-dire qu'on se servait de la réalité telle qu'on l'a actuellement pour pouvoir penser l'avenir de l'espace de travail. Troisième outil de simulation qu'on utilise beaucoup, c'est les logiciels 3D. En particulier, alors ça c'est fait sur SketchUp. Si vous connaissez ce logiciel, c'est un... moi je l'utilise, je pense que c'est le meilleur. Hein, et il n'est pas cher. Il est gratuit. Donc ça c'est drôlement intéressant. Hein. Et on arrive à faire plein de choses. Hein. Donc là, vous avez un atelier complet qui a été fait en SketchUp. Hein. Donc, voilà. Il y en a d'autres. Moi, j'utilise que SketchUp. Alors, des logiciels 3D dynamiques, vous avez aussi maintenant, mais il faut aller voir des entreprises spécialisées, informatiques, sur de la simulation 3D dynamique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet espace-là, créé, ils peuvent vous faire bouger des opérateurs ou du matériel qui vont pouvoir se déplacer d'un endroit ou à un autre. Et là, on va voir les difficultés qu'ils auront à rencontrer si on reste dans cette configuration-là. L'autre élément intéressant de la simulation 3D dynamique, c'est que ça ne peut pas se faire sans le prestataire informatique. Et donc, quand les salariés disent « non, c'est pas comme ça que ça se passe », eh bien là, ils modifient aussitôt. Vous avez la modification aussitôt.
C'est très bien, c'est très cher. Voilà, il faut le dire. Alors d'autres outils de simulation qu'on peut utiliser, c'est la simulation des flux. Il existe des logiciels de simulation de flux, hein, donc, qui permettent à un moment donné, si on utilise ces outils-là, qui permettent de voir qu'on peut avoir à certains endroits des bouchons, hein, des engorgements, et dire que ça ne passera pas. Donc là aussi, il faut être spécialisé dans l'utilisation de ces logiciels que je n'ai jamais utilisés à titre personnel, mais que j'ai utilisés avec un prestataire de service. D'autres outils de simulation beaucoup plus simples, le logigramme d'activité, hein, que vous connaissez sûrement, qu'on utilise surtout sur des projets de SI, et puis des projets quand ça touche des réorganisations administratives. Il est extrêmement intéressant sur des réorganisations administratives. Des fois qu'à la fac, vous réorganisez. Ouais, ça peut servir. Et puis je crois que c'est le dernier point, c'est la simulation des compétences futures avec des référentiels de compétences, hein, qui existent et qui sont aussi des outils de simulation pour réfléchir à l'amélioration des compétences des salariés dans un nouveau projet. Alors, si on reprend le schéma, on se retrouve où, nous les ergonomes, dans un projet de conception? Eh bien, vous avez compris qu'on se retrouve en étude préliminaire avec le diagnostic, le questionnement et la simulation. Mais également, on peut se retrouver au moment des esquisses, au moment de l'avant-projet sommaire et au niveau de l'avant-projet détaillé, et là, en particulier en simulation. C'est-à-dire qu'à chaque phase où l'architecte donne des plans, où le bureau des méthodes donne des plans, on peut monter la maquette et travailler aussitôt sur la simulation du travail futur possible. Tout ça pour éviter la dictature des murs. Pour ceux qui connaissent cette phrase. Voilà. Donc voilà notre rôle à nous, les ergonomes. J'espère que j'ai été clair et que vous avez compris où on se situe et quelle est la plus-value de notre travail à ce niveau-là. Mais c'est vraiment quelque chose d'important sur des projets de conception. Et je passe la parole à mon binôme qui va vous parler d'un exemple concret. Merci. Bonjour à tous. Exemple concret qui va reprendre très nettement tout ce qui vient d'être exposé ici, hein, parce que de toute façon, nous à la RATP, on n'a pas réinventé l'ergonomie. Donc on met en œuvre les outils de l'ergo dans les projets. On va voir dans un projet de conception, on va voir déjà dans un exemple concret, alors que les M2, ça va leur rappeler quelques souvenirs. Quand ça se passe bien, puis on verra aussi 2 ou 3 exemples par la suite, où on verra qu'en fonction du positionnement de l'ergonome, on peut avoir des fois des véritables difficultés pour pouvoir agir. Le premier exemple, ça se passe dans un atelier de maintenance ferroviaire. Donc un atelier de maintenance ferroviaire, c'est là où on va finalement réviser l'ensemble des trains, hein, et des RER. La demande, elle émanait du directeur du site de maintenance. Et sa demande, c'était de les accompagner pour la reconception des postes de travail d'une équipe qui s'appelle l'équipe ajustage, et qui faisait suite à un diagnostic qu'ils nous avait demandé. Sachant que les agents de maintenance, ils font quoi? Ils révisent l'ensemble des fonctions d'un train. Et particulièrement les agents de l'équipe ajustage, on va le voir, c'est qu'eux ont pour mission de réviser les organes des trains qui sont envoyés par les équipes bogies. Sachant que cette équipe, elle est composée de 13 espaces de travail. Voilà un bogie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est le système de roue des trains. Quand vous montez dans un train, en dessous du wagon, vous avez ce gros ensemble. Et alors notre intervention, elle s'inscrivait dans la continuité d'actions antérieures. Une première intervention qui avait eu lieu en 2008 sur l'équipe essieu, qui avait permis à un moment donné d'apporter de la fluidité dans le dispositif de maintenance. Alors un essieu, c'est quoi? C'est la grande barre qui est là, entre les 2 roues. Et puis, oula, je vais éviter l'accident du travail quand même. En 2009, il y a eu une deuxième intervention qu'on a effectuée au niveau de l'équipe Bogie, et l'intervention, elle s'est soldée par une amélioration de la production, puisqu'on est passé d'un temps de production de 100 heures pour un Bogie à 70 heures. Sauf que ça a eu des vraies conséquences pour l'équipe ajustage, donc l'équipe pour laquelle ils nous ont demandé d'agir en conception. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un Bogie, il est démonté dans son ensemble, et puis les différentes pièces, elles vont être dispatchées dans des équipes par la logistique, et elles vont être positionnées sur un paletier, à savoir les organes mauvais. Et puis ces organes sont récupérés pour révision par l'équipe ajustage, qui va à nouveau les stocker après révision dans un paletier bon. Et puis c'est l'équipe Bogie qui va récupérer ces pièces pour être remontées sur les bogies.
Et il y a donc une vraie interdépendance. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à l'amélioration des temps de production au niveau des bogies, ça a occasionné du retard au niveau de l'équipe ajustage. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des chiffres, c'est que depuis 2010 jusqu'au démarrage de l'intervention, le stock d'organes mauvais qui était disponible, il était en constante augmentation, à savoir qu'il est passé de 2000 pièces mauvaises en janvier 2010 à environ 5000 pièces mauvaises en juin 2012, soit à peu près donc une augmentation de 60% de pièces mauvaises en l'espace de 2 ans et demi. Donc on vous le disait, hein, et ça effectivement c'est quelque chose que vous savez bien faire. Dans un premier temps, on a fait quoi? On a fait un diagnostic des différentes situations de travail qu'on rencontrait dans l'équipe. Donc ça c'est un exemple concret de ce qu'on peut voir. Par exemple, là on est sur ce qu'on appelle le poste silax. Un silax c'est quoi? C'est un système, c'est l'espèce de gros bol que vous voyez là, c'est une pièce de la suspension d'un bogie. Un peu comme sur un système. Sur les voitures, il y a des suspensions, voilà, ça ressemble, sur un bogie, ça ressemble à des espèces de gros bols. Et puis ce qu'on pouvait voir, un exemple tout bête de ce qui peut se passer dans la situation de travail, c'est il y a une variabilité au niveau des caisses dans lesquelles on amène les pièces aux agents. Et des fois, à un moment donné, on a des caisses de 4 silax. Or, les silax, ils sont posés à plat. Ce qui fait que quand ils sont posés à plat, nos agents ne peuvent pas venir les chercher avec la grille de levage qui a été pensée. De même, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a très fréquemment de l'encombrement au niveau du poste de travail. Et les agents, alors, ils ont des stratégies opératoires, notamment de s'amuser à poser les caisses en dessous des établis. Sauf que quand c'est comme ça, ils n'ont pas nécessairement les agrès de levage des caisses ou de système de manutention, ce qui font qu'ils les poussent à la main. Sauf que des fois, on a des caisses qui sont faites en aluminium, donc vous avez des caisses de 19 kg, quand d'autres sont faites en métal, et vous avez des poids de caisse qui peuvent aller jusqu'à 50 kg. Et vous voyez, pendant que l'agent est en train de travailler, de façon régulière, il est en train de s'amuser à tirer sa caisse de 50 kg pour pouvoir avoir l'espace pour pouvoir travailler. Donc une des solutions, par exemple, qu'on leur invite d'envisager, c'était la modification des caisses. Puis on va le voir aussi à travers le zoning, on parlait de l'espace d'usage au poste, c'est pas que la machine qu'on va prendre en compte, c'est aussi tous les flux qui vont rentrer. La caisse, on va penser à l'espace justement, on va la disposer au niveau du poste. Donc une fois qu'on a finalisé le diagnostic, on a mis en place au niveau de la conception un groupe de travail composé d'un noyau dur, donc 3 agents dont un délégué du personnel. L'avantage du délégué du personnel, c'est que au niveau de l'équipe, après, ça permettait de relayer les informations et de leur expliquer ce qu'on faisait dans le groupe de travail. Il y avait également un agent de maîtrise, un membre de ce qu'on appelle chez nous les groupes techniques de l'unité. En fait, c'est des ingénieurs de production. 2 ergonomes. Puis au besoin, on a eu recours à d'autres agents en fonction des types de production analysés. Mais il y a aussi à un moment donné, par exemple, on a fait venir les logisticiens quand on a travaillé sur les flux entrant et sortant de l'équipe. On a eu recours à un moment donné dans la conception d'un poste à des personnes extérieures, parce que par exemple on a conçu un nouveau système de production sous azote, et c'était la première fois qu'on faisait ça, donc on a fait venir des personnes qui avaient déjà l'habitude de travailler sous ce type de process, et voilà, ça nous a permis de simuler les futurs postes. Donc la méthodologie, on est parti dans un premier temps, et on va le revoir un peu plus en détail, sur l'analyse des flux. Avant, comme il a été dit précédemment dans la présentation, c'est qu'on a fait une réimplantation fonctionnelle des différents postes avant de passer à la conception et l'aménagement des postes en eux-mêmes, avec une finalisation sur le logiciel qui, nous aussi, on utilise le SketchUp parce qu'à la RATP, on a des idées, mais on n'a pas de moyens. Enfin, au niveau du pôle ergonomie. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? Exactement ce qui vous a été exposé tout à l'heure. On s'est amusé à caractériser l'ensemble des flux, à la fois les flux qui sont internes au niveau du poste. Donc là, nous, on a travaillé sur maquette 2D. Et on a travaillé aussi avec des plans d'atelier sur les flux externes. Alors les différents types de flux qu'on a pu relever, c'est à la fois les flux informationnels, les flux d'organes, de pièces, de consommables, d'outils. Et puis effectivement, un flux qu'on oublie très régulièrement, c'est les flux des différents déchets. Or, quand vous êtes amené à travailler sur des productions d'un bogie, des déchets, vous en produisez énormément. Et puis par rapport à ces flux, qu'est-ce qu'on a fait? On les a par la suite analysés. À savoir, alors, les codes couleurs que vous voyez sur la gauche, c'est qu'on reprend la couleur des différents types de flux qu'on analyse. Hop, voilà, par exemple, en vert, c'est les flux d'organes. Et pour chacun de ces types de flux, on va regarder ce qui se fait dans le réel. Par exemple, prendre le gerbeur pour déplacer les silax. Quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées?
que les agents peuvent rencontrer dans la situation. Donc on en discute avec les agents, ils nous disaient, de toute façon générale, il y a indisponibilité des gerbeurs, parce qu'en fait dans l'équipe il y avait un gerbeur pour 13 situations de travail. Alors l'idée c'est qui va être concerné par ça, c'est à la fois l'ajustage si jamais on doit acheter un gerbeur supplémentaire, parce que c'est quand même eux qui seront le mieux à même de dire au niveau des besoins d'un gerbeur ce qu'ils souhaiteraient avoir. Et puis c'est aussi l'achat, parce que vous vous doutez bien qu'un gerbeur c'est pas spécialement gratuit. Donc la piste de solution envisagée c'est l'achat d'un gerbeur supplémentaire. Attention, c'est pas à prendre, on se dit pas bon voilà on a une solution, on la met en œuvre. On va bien après regarder de façon systémique à voir comment les solutions elles vont pouvoir s'articuler entre elles. Parce qu'il y a des fois on va décréter qu'une solution elle peut corriger un élément d'une situation de travail sans prendre en compte qu'en amont, en aval, on risque de créer des dégradations. Donc tout ça sera repensé aussi au regard de la dimension du système. Parce que là, par exemple, si on prend le gerbeur, il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que, à un moment donné, un gerbeur, il faut bien le mettre à recharger le soir. Donc il va bien falloir qu'on lui définisse, qu'on prévoit un emplacement pour celui-ci. Suite à ça, on a opéré ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire qu'on a redimensionné et repositionné les postes. On les a repositionnés en fonction des typologies de flux, déjà pour les simplifier. Un exemple tout bête, c'est par exemple une machine qu'on appelle une Mabor. Une Mabor, c'est quoi? C'est une espèce de grosse machine à laver dans laquelle les agents viennent mettre les pièces. Puis c'est un système de haute pression qui vient nettoyer les pièces. Et jusqu'à présent, cette machine, elle était excentrée de l'équipe. Alors les gars, ils nous disaient, c'est chiant parce que déjà, on doit amener nos pièces à travers l'atelier. Puis là, vous avez une autre équipe, et souvent, eux, ils ont aussi une machine, mais elle est aussi éloignée, du coup, ils utilisent la nôtre. Mais les gars, ça les énerve parce qu'ils disent, ouais, mais moi, quand j'ai 8 heures pour faire ma production et qu'il y a déjà la machine à laver qui est utilisée pendant 2 heures par une autre équipe, moi, ça me fait perdre 2 heures. Et après, c'est moi qui me fais engueuler parce qu'on me dit, je tiens pas mes délais de production. Donc, par exemple, elle a été replacée en centrale. De même, on a repensé le dimensionnement des postes. Un exemple. Par exemple, si on prend le poste timonerie, ce qu'on pouvait constater dans le diagnostic, c'est qu'il y avait des zones de manutention restreintes. La circulation des agents, elle était rendue difficile au regard de la largeur dédiée au niveau du poste. Il fallait manœuvrer de façon assez complexe. Puis une autre contrainte, c'est qu'il y avait de la coactivité, c'est que juste derrière ce poste-là, le poste timonerie, vous aviez le poste crochet. Donc il y avait des véritables situations accidentogènes dans la mesure où quand vous aviez un agent qui était en train d'amener une pièce ou de manipuler une pièce avec son palan, s'il ne voit pas son collègue derrière, il risque de lui mettre une pièce de bogie, notamment par exemple une timonerie, c'est une pièce qui pèse pas loin de 40 kg. Donc imaginez-vous prendre un coup de poids de 40 kg dans la tête, c'est pas très sympa. Donc une des solutions par exemple qui a été mise en œuvre, vous voyez, la largeur du poste elle est de 6 mètres aujourd'hui. Et le dimensionnement de la future zone de travail, on l'a fait passer de 20 mètres carrés à 39,5 mètres carrés. Ça facilite les déplacements des agents dans le cadre de leur activité. Et puis surtout, ça a supprimé les risques de collision, notamment en situation de coactivité, puisqu'il n'y a plus de coactivité. Un autre élément qu'on a aussi transformé et qu'on a simulé à travers la 2D, c'est le paletier. Il faut savoir qu'avant, le paletier, il était disposé en forme de U. Donc vous voyez ce que faisaient les agents de façon récurrente. Ils s'amusaient à poser les caisses au sol. Et plutôt que de s'amuser à tout déplacer pour aller le mettre dans le palan, la solution de simplicité, on simplifie le travail, donc on fait quoi? On pose les caisses au sol. Sauf que ça crée plein de contraintes. C'est des fois, les rangements des palettes ne respectaient pas l'étiquetage qui était prévu dans les racks. Donc les gars, ils allaient chercher une palette et arrivés au poste, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les bonnes pièces à traiter. Puis il y a des fois, à un moment donné, moi je suis agent, j'ai besoin d'aller me servir d'une des pièces qui est dans le fond. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'amuser à pousser toutes les palettes à la main. Donc vous imaginez le nombre de manutentions qui peuvent être faites. Autrement, même quand c'était assez dégagé, pour pouvoir atteindre les zones avec les engins de manutention, c'était très complexe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a maquetté en 2D les racks à travers les dimensionnements des différents types de caisses, à travers aussi le nombre de fois où elles sont amenées à entrer et sortir. Et aujourd'hui, le rack, il n'est plus du tout pensé en U, mais comme un vrai linéaire. Et voilà, on a simplifié comme ça. Ils peuvent y aller très facilement avec les chariots et chaque élément est disposé à une place bien précise. Et en plus, vu que les agents y ont participé, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour eux de retrouver les pièces parce qu'ils savent les emplacements puisque c'est eux qui les ont pensés. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on retraduit tout ça, on finalise le poste de travail et puis l'ensemble des préconisations, on les rédige dans un cahier des charges fonctionnelles.
où on va expliquer à quel endroit doivent être mis les différents éléments au regard de tout ce qu'on a pu voir et intégrer du travail, en simplifiant les flux. Tiens, s'il doit y avoir telle ou telle machine, à quel endroit on va la disposer pour que l'agent puisse circuler aisément en fonction des déplacements réels qu'il a amené à faire au poste. Hein, on parlait tout à l'heure de l'usage. L'usage, c'est pas simple, c'est l'espace dans lequel va circuler aussi l'agent pour faciliter son travail. Puis on va faire aussi les préconisations de ce qu'il faut éventuellement acheter, par exemple l'achat de Benfer dans le cas présent. Voilà, on va faire l'ensemble des préconisations par rapport au poste de travail. Suite à ça, parce qu'on a quand même eu un retour, ce qu'on a pu constater, et ce qui est toujours fort sympathique pour les ergonomes, c'est de montrer que l'ergonomie, ça marche. Parce que depuis l'intervention, ce qu'on a pu constater, c'est que le stock de pièces mauvaises, il n'a pas cessé de diminuer. Et il est repassé d'environ 5000 pièces mauvaises, comme on le disait, à finalement il est redescendu à 2000 pièces en 2013, c'est-à-dire une baisse de 60%. C'est-à-dire que les 60% qu'ils avaient pris, on a réussi à le faire diminuer. Au constat, à cette époque-là, aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près à même pas 1000 pièces. Un autre élément que ça a eu, c'est un véritable impact sur le dialogue social, notamment au travers de la communication des informations sur la production aux agents. Les agents, ils se plaignaient de ne pas spécialement avoir d'informations d'où ils en étaient dans leur travail. Voilà, ça a permis aussi de rediscuter de ces indicateurs. Donc ça leur a permis de mieux percevoir quelles étaient leurs contributions dans l'atelier, en apportant du sens au travail qu'ils faisaient. Parce que des fois, ils nous disaient ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, on a redonné du sens à leur travail. On a valorisé aussi l'expertise de certains agents, à savoir qu'ils ont nommé ce qu'on appelle des référents au poste. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte aussi que réparer une pièce de bogie, ça nécessitait un ensemble de compétences. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des agents qui avaient des véritables compétences et qu'il serait bien de pouvoir les transmettre aux jeunes. L'agent de maîtrise souligne par exemple, suite à l'intervention, c'est que le climat social s'est renoué entre l'encadrement et les opérateurs et l'ambiance au sein de l'équipe s'est améliorée. Puis si on regarde les résultats en termes de santé, c'est qu'il y a une vraie diminution du nombre de journées perdues pour maladie, puisqu'ils sont passés au début du projet, on était à 27 journées maladie en 2011 et en 2013 on était descendu à 13 journées. Et ça s'est stabilisé aussi aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près à 10-12 jours d'absentéisme. Alors ça, c'est bien comme projet quand on a toutes les marges de manœuvre disponibles. C'est vraiment l'idyllique pour nous. L'avantage, c'est que c'est dans cet atelier-là, vu qu'on avait déjà régulièrement travaillé avec eux, on a la chance et la possibilité de pouvoir développer notre méthodologie. Sauf que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Quelques exemples de projets où ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez vu le schéma de Midler tout à l'heure. Dans le cadre, par exemple, d'un projet de conception d'un PCC de régulation tramway. Donc, c'est quoi un régulateur, moi j'ai tendance à appeler ça un chef d'orchestre. Et il s'amuse, il visualise ce qui se passe sur les lignes. Et puis, c'est lui qui va dire à un conducteur de tramway, tiens, ralentis parce que devant toi, il y a un problème. En fait, il va superviser. Et puis, suite à la conception d'un nouveau PCC centralisé, pour le tramway, les membres du CHSCT se sont dit mais c'est bizarre, nous, ce qu'on en décèle, c'est qu'il y a des problèmes. Donc la direction nous a appelés en disant venez voir, parce qu'apparemment, sur notre projet, il y aurait quelques soucis, sauf qu'ils nous ont appelés à un moment donné où il n'y avait plus aucune marge de manœuvre disponible. Sauf que quand on s'est amusé à consulter les plans, on a pu voir qu'il y avait quand même des problématiques très importantes qui allaient sortir. Par exemple, au niveau de la consultation visuelle des écrans. J'espère que ça va aller jusque-là. Vous avez les deux postes ici, et vous avez l'écran de visualisation qui est là. Donc imaginez la consultation des écrans pour l'agent qui est ici. Ça va être éminemment complexe. Sauf qu'on n'avait aucune marge de manœuvre possible. Donc on a dit à la direction, ça serait bien de changer, mais ils ont dit, ouais, mais les travaux sont déjà finis, quasiment. Donc on ne peut rien toucher. Vous imaginez bien les conséquences que ça a eu, déjà pour les agents en termes de conditions de travail, parce qu'elles sont nécessairement dégradées. Et puis ça a eu un véritable impact sur le dialogue social, mais de façon vraiment très négative, c'est le CHSCT. Vous vous doutez bien qu'il s'est servi de ça par la suite pour dire à la direction, vous voyez, la prochaine fois vous ferez venir les ergonomes, parce que là vous nous avez donné des conditions de travail de... On passe. Autre exemple, c'est la conception d'un centre de régulation, donc toujours des régulateurs, mais ce coup-ci non plus pour le tramway, mais pour les bus. Et l'idée de l'entreprise, elle a été un jour de centraliser toutes ces régulateurs dans un centre de régulation centralisé.
Or, jusqu'à présent, les régulateurs, ils travaillaient dans les centres bus. C'est-à-dire qu'ils avaient un contact direct avec les machinistes. Les machinistes, ce qu'on appelle un machiniste chez nous, c'est un conducteur de bus. Quand ils ont eu l'idée de vouloir tout centraliser, nous, on a commencé à questionner leur projet, et puis on s'est rendu compte de plusieurs choses qu'ils avaient absolument pas anticipées. Déjà, au niveau de la charge de travail, un régulateur, quand ça régule, d'habitude, ça régule 1 voire 2 lignes de bus en même temps. Là, ils avaient l'intention de les faire passer à 6 lignes. Donc vous imaginez bien la conséquence déjà en termes de charge de travail. Il y a un véritable éloignement par rapport au terrain. Un régulateur, ça connaît sa ligne et ça connaît surtout la variabilité, la vie d'une ligne. Par exemple, certaines lignes, chez nous, nos régulateurs, ils appellent ça la ligne des vieux. Pourquoi ? Parce que ils savent que c'est essentiellement des personnes âgées qui vont être amenées à être clients. Ils savent que tel jour, c'est un jour de marché. Donc la régulation va être rendue beaucoup plus complexe. Ils connaissent les déviations. Entre un régulateur qui ne connaît pas la ligne et qui va suivre le prescrit et qu'on va lui dire tiens, s'il y a un problème sur telle route, il va dire à l'agent tiens, tu tournes rue machin. Quand vous avez un agent qui ne connaît pas la ligne non plus, vous avez un machiniste qui débarque sur la ligne, vous dire rue machin, j'ai pas le plan de Paris dans la tête moi. Par contre, quand vous avez un régulateur expérimenté qui connaît sa ligne, quand il va parler avec le machiniste, il va lui faire ouais, tu vois le bureau de tabac là ? Ouais, au bureau de tabac, tu tournes à droite. Donc tout de suite pour le machiniste, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et les éloigner du terrain, c'était les couper de l'ensemble de ses savoirs. Donc avec la méconnaissance du coup des lignes régulées, comme je vous le disais, à travers les types de clients, les jours de marché. Donc toute cette perte de savoir qui sont pourtant très utiles à la pratique. Et la direction, devant ce questionnement, nous a gentiment éjectés. Donc elle a fait un truc très simple, elle a eu recours à un cabinet extérieur. Elle a refusé catégoriquement de travailler avec nous. Et le prestataire extérieur, il a été limité. On lui a demandé, vous allez nous aider pour les postes de travail pour l'environnement, mais alors par contre, pas de questions sur l'organisation. Et on a souvenir d'avoir participé à une restitution. Il y a quand même l'ergonome du cabinet qui, à un moment donné, a voulu dire, mais attendez, en termes de charge de travail, et là, il a été repris tout de suite par la direction. On lui a fait, non mais attendez, on ne vous paye pas pour ça. Nous, on vous paye pour les postes et pour l'environnement. Par contre, pour l'organisation, on vous l'a déjà dit, vous vous taisez. Mais ça donne de la crédibilité au projet, c'est que la direction derrière, elle instrumentalise l'ergonome en disant, voilà, regardez, on a quand même des ergonomes qui ont travaillé sur le projet, donc le projet, il est viable. Autre exemple de contrainte qu'on peut avoir, c'est par exemple la pluralité des acteurs. Je travaille actuellement sur la conception de simulateurs de conduite RER. Et on a des fois, autour de la table, on est des fois jusqu'à 20 personnes. Entre le chef de projet, vous avez l'ingénierie ferroviaire, vous avez les mainteneurs, vous avez l'ergonome, vous avez les architectes, qui sont tous avec leurs contraintes temporelles, qui ont tous un vocable différent. Un exemple que je trouve toujours frappant, c'est la tâche et l'activité. Chez un chef de projet, la tâche et l'activité ne veut pas du tout dire la même chose que pour un ergonome. Par exemple, pour un chef de projet, une activité se décompose en différentes tâches. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même approche que nous. Quand il s'agit à ce moment-là de pouvoir réussir, même en questionnant par rapport au travail, à amener des transformations, ça devient éminemment complexe. Et on devient malheureusement un acteur parmi d'autres, et la direction ne perçoit pas la plus-value qu'on pourrait leur apporter. Mais essayer de réussir à se faire entendre quand vous avez 20 personnes autour d'une table, ça devient éminemment complexe. Changement d'objectif, décision prise en cours. Ah oui, ça c'est aussi un écueil très fréquent dans les projets de conception qu'on peut rencontrer. C'est par exemple les changements d'objectifs qu'on va avoir en plein milieu. L'exemple, c'est décision lors d'un projet de réimplantation de poste de travail dans un atelier, de récupérer des mètres carrés pour une autre équipe. C'est-à-dire que vous aviez déjà pensé le cahier des charges, vous aviez déjà fait le zoning, vous aviez déjà implanté les postes. Puis là, vous ne savez pas pourquoi, il y a le chef qui arrive avec une nouvelle idée, il fait « Ah ouais, mais moi par contre, tous les mètres carrés qui sont là, j'ai besoin de les récupérer. » C'est une vraie dangerosité parce que ça crée de la frustration chez les agents, parce qu'à partir du moment où on est en conception et que les agents ils finissent toujours par se projeter dans la future situation de travail en se disant tiens, mon travail demain sera différent, demain je travaillerai comme ça. Et vous arrivez en leur disant finalement tu vois, tu avais pensé des conditions de travail futures, tu avais pensé à travailler comme ça à ton poste, voilà comment demain devait être les flux.
Puis finalement, non, tu sais quoi, parce que la direction, elle a dit non. Donc voilà un des autres écueils de la conduite de projet qu'on peut rencontrer. Et ça crée des vraies difficultés, notamment, donc, comme je vous dis, la frustration des agents, avec la sensation que leur point de vue, finalement, n'est absolument pas pris en compte. Et tout l'impact que ça va avoir, notamment sur la question du dialogue social. Alors que, pour conclure, mais ce qui vous a été dit en introduction, hein, donc là j'invente rien, je reprends ce qu'a dit Danielou, c'est pourtant l'ergonome dans les projets, notamment dans les projets de conception, l'ergonome il est là à la fois pour influencer les objectifs du projet, sa structuration même, influencer également les orientations de solutions, mais aussi mettre en évidence les avantages et inconvénients des pistes ou solutions envisagées. Il veille aussi à la réalisation des décisions qui sont prises, il permet d'évoluer aussi le projet et le résultat. Et puis c'est surtout ça, et ça qui est fondamental, c'est que l'ergonome il permet d'anticiper le passage du mode projet à la vie quotidienne. Voilà, merci pour votre attention.